Bienvenue dans cet épisode dans lequel nous allons rencontrer Eva Allemann qui à un moment dans son parcours de vie professionnelle a décidé de donner à son métier la couleur de l'indépendance. On l'écoute sur cette transformation. Sage Transition, le podcast des défis de la vie présenté par Brigitte André. Eh bien voilà, bonjour Eva, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast parce que c'est vrai que tu as fait des transitions dont tout le monde rêve, ou en tout cas beaucoup de gens rêvent. Mais avant de démarrer là-dessus, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur mais qui tu es toi, Eva? Mais bien sûr, Brigitte. Merci de m'accorder ce temps aujourd'hui. Alors, moi, c'est Eva, j'ai 41 ans. Je suis espagnole d'origine, mais j'ai grandi à Bruxelles, donc bruxelloise espagnole, on va dire. Je travaille actuellement comme professionnelle en voix off. On en reparlera sûrement plus tard dans mes 3 langues, donc le français, l'espagnol et l'anglais. Et voilà. Et c'est vrai que nous, on s'est rencontrés à une période où tu te questionnais beaucoup. Avant notre rencontre, tu étais dans quelle situation professionnelle? Alors, avant notre rencontre, quelques mois auparavant, j'étais salariée dans une entreprise audiovisuelle en tant que project manager et dans un environnement qui me plaisait, en fait, qui était assez créatif. Il faut savoir que cette décision de travailler dans le milieu audiovisuel avait été prise de manière très consciente à l'époque. J'avais déjà fait un choix conscient, on va dire, de ce travail, dans le sens où je voulais être dans un environnement plus créatif et donc j'étais dans cette situation-là, mais ça faisait 4 ans que j'étais dans cette entreprise et les derniers mois et la dernière année ont été assez compliqués dans le sens où il y avait énormément de pression. Je ne ressentais plus vraiment de joie dans ce que je faisais. Mais je m'en voulais un petit peu parce que je sentais que j'avais fait ce choix d'être dans cette entreprise et que je pensais que ça allait me convenir. Et donc, avant qu'on se connaisse, j'étais vraiment dans une période de doute, de pression au sein de cette entreprise et un petit peu perdue, on va dire. Et qu'est-ce que tu faisais concrètement dans cette entreprise à ce moment-là? Donc, j'étais project manager, ce qui voulait dire c'était un peu assistante de production. Je prenais les demandes des clients pour des produits audiovisuels, que ce soit vidéo, podcast, etc. Et j'étais le point de contact du client du moment où je recevais cette demande jusqu'au moment où le produit était finalisé. Donc, je travaillais avec les équipes créatives, on travaillait sur le script, sur le concept, etc. Donc, voilà. Donc, sur papier et en soi, c'est un job qui me plaisait vraiment beaucoup. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le monde dans lequel on vit, et ça va très, très vite, les demandes étaient de plus en plus nombreuses et aussi les deadlines de plus en plus serrées. Et j'avais énormément de projets en même temps à gérer. Ok, donc effectivement, c'était une situation qui devenait au niveau du stress très difficile à gérer pour toi, c'est ça? Tout à fait. Les deadlines étaient de plus en plus serrées, les demandes de clients changeaient de manière très fréquente. Et donc voilà, donc je me retrouvais dans une situation sous beaucoup de pression. C'est ça. Mais donc, il y a bien un moment où tu as eu un déclic qui t'a fait dire, OK, là maintenant, je dois poser un acte, ce que moi j'appelle l'acte fatal, là, hein, le fameux acte fatal. Là maintenant, je dois poser un acte pour transformer, pour changer la situation. Alors oui, en effet, c'est un peu quelque part la goutte d'eau qui fait déborder le vase, la situation où on se dit alors maintenant c'est trop là, je peux plus en fait. Et c'était en l'occurrence précisément un projet où la deadline était très serrée, où mes collègues n'étaient pas présents et j'ai dû tout gérer toute seule quelque part. Et c'est un petit peu je sentais que j'étais de plus en plus stressée, et donc je ne pouvais même pas travailler de manière productive. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, Brigitte, c'est que, 7 ans auparavant, j'ai vécu un burn-out. Et donc, je reconnaissais quelque part certains signaux et qui me faisaient très peur. Je me disais, attention, là, je commence à avoir une pression qui est un peu ingérable, je commence à ne plus dormir, je commence à avoir des problèmes avec mes collègues. Et donc la goutte d'eau, ça a été vraiment ce projet-là où j'ai senti tant de pression que j'ai dû me retirer du lieu de travail et je suis rentrée chez moi. Oui, oui. Et ça a été ton déclic? Pas directement, c'est-à-dire que avec cet événement,
Et par la suite, s'en est suivi que je suis tombée très malade. Donc, j'ai eu un zona, ce qui, pour mon âge, n'était pas... enfin, voilà, c'est un petit peu tôt. Et le médecin m'a dit, voilà, c'est le stress. Et je pense que ça m'a vraiment fait mon déclic où, attention, j'avais une alarme qui disait, tu as été dans cette situation il y a 7 ans, tu ne vas pas retourner dans cette situation-là, il y a un problème, il y a quelque chose à faire. Alors, ce que je ressens dans ce que tu dis, et ça va parler à tout le monde, c'est que même si on le sait mentalement, il y a encore quelque chose à l'intérieur de nous qui fait que on doit continuer. Et finalement, il a fallu que ton corps te lâche ou t'envoie en tout cas les bons messages pour que tu dises non, maintenant c'est stop. Exactement. Et C'est le qu'est-ce corps qui qui a parlé. c'est le corps qui a parlé. Et donc, une fois que tu t'es dit, OK, si mon corps parle, c'est que je suis plus loin que je ne le crois. Qu'est-ce que tu as dû poser comme action? Parce que voilà, il fallait te dégager de cette société-là, quelque part. Et oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'étais dans une situation très ambivalente dans le sens où, comme je te disais, j'aimais vraiment cette société. J'aimais mon manager, j'aimais beaucoup mes collègues. C'était vraiment un environnement qui me plaisait beaucoup. Donc j'étais vraiment en conflit, on va dire, parce que je savais très bien qu'il fallait que je parte. Seulement, c'était très difficile pour moi, mais je savais qu'il fallait que je parte. Donc la première action, bon, c'est évidemment, je suis rentrée, donc j'étais en arrêt pendant quelques semaines, et j'ai essayé de revenir, mais ça n'a pas marché. Je suis tombée malade. Et donc voilà, j'ai dû avoir une conversation avec mon manager et décider, et on se rappelle toujours très fort de ces moments-là, hein, prendre la décision de partir. Mais partir pour aller où? Je n'étais C'est pas ça. très très claire encore à ce moment-là. C'est ça. Mais donc, effectivement, la première étape quand même que tu as vécue et qui est, comment j'appelle les turbulences d'une fin de période, hein, c'est la maladie, c'est le retour quand même, c'est quand même un aller-retour jusqu'au moment où tu dis, voilà, maintenant il faut poser l'acte qui me libère finalement de cet engagement. Et donc, une Tout fois à que tu as fait. été libérée, tu t'es retrouvée dans quelle situation? Comment ça s'est passé dans ta tête? Alors, soulagée en partie. Alors, j'avais de la chance, c'était une période où je fêtais mes 40 ans. Donc, j'étais soutenue et entourée de mes amis et ma famille en Espagne. Donc voilà, ça m'a permis un peu de prendre du recul. Donc, dans un premier temps, soulagée, mais alors après, c'est le questionnement, Brigitte, mais qu'est-ce que je vais faire? Et alors, ma première réaction, c'est OK, donc moi, j'étais sous pression dans une société privée en tant que salariée. Eh ben, je vais aller dans une société qui met moins de pression. Enfin, c'était un peu ma première pensée, on va dire. Et donc, peut-être dans une société qui travaillait pas dans l'audiovisuel, dans le cinéma, dans le documentaire, etc., parce que c'est quand même des métiers qui sont sous pression. Exactement, mais c'est des métiers enfin, des milieux que j'aime beaucoup puisque j'ai un côté assez artistique, je joue, enfin, j'ai fait du théâtre, de l'improvisation, et donc ça me faisait quelque part, je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire si c'est pour partir de ce secteur-là, où aller? Oui, c'est ça. Et donc là, tu étais même prête à renier sur tes envies et tes plaisirs quelque part professionnels, c'est ça? Exactement, j'ai même eu des conversations avec des personnes qui étaient dans le secteur public et ça me fait sourire maintenant parce que j'avais ces conversations avec ces personnes-là en me disant, ah oui, donc ça a l'air d'être un bon équilibre vie privée, vie professionnelle. Et puis je me dis, mais en fait, ça me correspond pas. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique et j'ai besoin que ça bouge. Et en même temps, ben, j'étais dans un environnement qui bougeait, mais c'était trop de pression. Donc voilà, donc ça, c'est tout un peu tout le questionnement qu'il y a eu. C'est ça. Donc ça, c'est vraiment une période d'aller-retour dans le mental quelque part. Qu'est-ce que je dois faire? Et comment est venue à un certain moment la conviction que, ouais, maintenant, ben, je vais rester dans un secteur que j'aime parce que c'est ça ta vraie transition. C'est que tu es Mhm. passé vraiment d'un statut d'employé à un statut d'indépendant. Ce qu'il faut quand même le reconnaître dans un premier temps n'est pas un gage de moins de pression. Non, c'est sûr, c'est sûr. En fait, je me souviens très bien du moment où je me suis dit, mais en fait, je vais faire de la voix off. J'étais en Espagne et j'étais vraiment en train de prendre un café. C'est venu comme ça. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je me lance pas dans la voix off? Alors, comment m'est venue cette idée-là? C'est que quelque part, hein, et on dit toujours que toutes les expériences passées nous emmènent quelque part. Mon expérience au sein de la société audiovisuelle a fait que pour dépanner, j'enregistrais des voix off. Et des voix off, donc c'est les voix qu'on entend dans une vidéo,
que ce soit une vidéo institutionnelle, une publicité, un documentaire, donc cette voix à l'arrière. Et en fait, je prenais beaucoup de plaisir à le faire, puisque quelque part, c'était de l'interprétation et c'est quelque chose que j'ai toujours aimé transmettre, un message, raconter une histoire. Et puis, de fil en aiguille, ça marchait, les clients étaient contents. Alors, il faut savoir que je faisais ça en plus de mon travail journalier. Donc. Mais c'est vrai que j'étais là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne me lance pas à 100% là-dedans? C'est ça. Donc, en fait, c'est un secteur que tu connaissais un petit peu, mais pas vraiment. Non, 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 exactement. J'avais quelques notions. Je connaissais des personnes qui le faisaient, des acteurs, des amis acteurs. Mais bon, pour moi, c'était, oh là là, j'ai pas de formation en soi. J'ai pas de formation, je suis pas comédienne, mais en même temps, je sens que enfin, je me sens à l'aise dans l'activité et je sens que ça marche. En plus, mon rêve, ça a toujours été d'être comédienne. Donc, je m'étais déjà posé la question il y a 7 ans et finalement, j'étais en entreprise. Mais là, je me disais, mais en fait, la voix off me permet de jouer et d'avoir déjà un pied dedans parce que je l'ai fait et de m'amuser. De s'amuser à se lancer, il y a Ah, quand même une marge. Comment est-ce que tu as négocié ce tournant? Parce que c'est un tournant quand même qui est voilà, essentiel, hein. s'en est suivi des mois hein, et il faut savoir qu'il y a beaucoup de temps. Donc, Qu'est-ce qu'il y a comme temps? C'est intéressant en fait que tu donnes aussi cette idée-là parce que les gens pensent peut-être qu'une transition, ça se fait en 15 jours, hein. pas du tout. Il y a tellement de choses qui se passent à ce moment-là. Il faut dire que depuis le moment où j'ai pris la décision, en tout cas que je suis partie de l'entreprise dans laquelle j'étais salariée, jusqu'au moment où je me dis, allez, go, j'y vais à fond. Mais j'y vais vraiment. Faut compter aux alentours de 7 mois, C'est je ça. pense. C'est de juin à janvier de l'année 2024. Parce qu'en fait, c'est très bien de prendre la décision, mais après, c'est le comment. Et puis, un jour, on se lève, on se dit, mais oui, c'est ça que je veux faire. Mais après, le deuxième jour, mais comment? Mais non, je suis pas légitime. Enfin, il y a toute une série de questions. Et vraiment, pendant 6 mois, ça a été très difficile. Mais il y avait deux raisons. La première, c'est que j'avais du mal à me lancer et je restais très attachée à mon ancien boulot. Tu n'avais Et pas fait le deuil. je n'avais pas fait le deuil. Mhm. J'avais un espèce de sentiment comme ça, limite de regret quelque part en me disant, mais peut-être que je dois y retourner, mais j'étais bien là-bas. Et donc, vraiment, la période a duré, c'était vraiment une période de transition et de deuil, en effet. Oui. Oui, c'est ça. Et c'est très important ce que tu dis, parce que c'est vrai que quand on n'a pas dit au revoir à l'ancien, on ne peut pas accueillir du nouveau. Mais d'abord, tu t'en es rendu compte que tu n'avais pas fait le deuil. Et comment est-ce que du coup, tu as dépassé cette barrière-là et ce moment-là, ce deuil à faire? Alors, je me rends compte maintenant, hein, parce que, allez, sur le moment, je me rends Bien pas sûr. trop compte de ce qui se passe. Je suis un peu, j'ai tellement d'hésitation et de doutes que, voilà, maintenant, avec du recul, évidemment, je me dis, mais oui, voilà, il fallait une période de deuil et de transition. Alors, moi, je crois beaucoup aux nouvelles années, nouvelles résolutions, nouveaux départs, etc. Et je pense que janvier 2024, j'étais vraiment partie sur, OK, maintenant on tourne une page. C'est comme si l'année me permettait un petit peu de me dire, allez, je regarde vers toute cette année qui est à venir. Et bah, c'est là qu'on s'est rencontrés hein, et qu'on a fait, que j'ai eu Le le trajet. privilège de faire le trajet, donc une formation avec toi et avec d'autres personnes en période de transition. Et c'est vrai qu'il y a eu un avant et après cette formation qui m'a donné les outils en fait pour pouvoir vraiment me lancer et vraiment me dire maintenant j'ai confiance, maintenant je peux le faire, maintenant je dois le faire. Et, euh, et voilà. Et donc à partir de ce moment-là, c'était très libérateur parce que je ne savais pas si j'allais en vivre, je savais pas. Mais en fait, si je n'essayais pas vraiment, ben je ne savais pas. C'est ça, c'est oser aller dans ce fantasme qu'on a, qui peut paraître un petit peu fou de vivre de la voix off. C'est vrai que c'est un petit peu fou, hein. Eva, il faut reconnaître quand même. Mais donc, Oui. quel est le moment où il y a eu ce OK, moi je vais en vivre et je vais y aller? Eh ben, comme je disais, le moment, ça a été après cette formation, les outils que j'ai eus en main m'ont permis de me dire, allez, go, je fais ça et je garde confiance tous les jours.
malgré qu'il y ait des jours où j'ai moins de contacts, moins de possibilités, de doutes, etc., je garde confiance, je garde confiance. Malgré le fait que certaines personnes me disent, mais oui, mais tu penses que tu pourras en vivre complètement, peut-être prendre un mi-temps. Non, je garde confiance, je restais vraiment avec ce chemin dans ma ligne de mire. Et en fait, j'ai enlevé les peurs, enlevé les doutes, aussi enlevé ma peur de... J'ai commencé à être très active sur les réseaux sociaux. J'ai vu. Alors, je suis quelqu'un de très extraverti, donc à la base, on pourrait se dire, voilà, mais j'avais une espèce de gêne à être trop visible sur les réseaux sociaux, euh, voilà, le fait d'être peut-être un peu imposteur, et donc j'avais du mal à me mettre en avant. Et puis je me suis dit, non, non, mets-toi en avant. Et en fait, je voyais les résultats, je voyais les personnes qui me disaient, waouh, c'est super. Je me sentais assez naturelle dans ce que j'écrivais, en ce que je ressentais, dans ce que je postais. Alors, il faut savoir, Brigitte, en plus, que j'ai un bagage de communication. Donc, j'ai travaillé très longtemps en communication interne. Donc, des plans de com, des stratégies de com, de l'écriture, tout ça, je l'ai fait et refait. Mais la différence ici, c'est que je la faisais pour moi. Qu'est-ce qu'il y a comme différence justement entre faire se vendre et vendre les Ouais. autres? Ah ben, ça a beaucoup plus de sens de se vendre. Dis donc, je le ressentais. C'était beaucoup plus naturel. Vendre une entreprise, vendre des services, vendre d'autres choses, c'est comme être un messager quelque part entre cette entreprise et son audience. Ici, en fait, la différence, c'est que je sais ce que je vends vraiment. Et je sais pourquoi. Et je sais ce que je peux offrir, puisque j'ai fait tout ce travail d'introspection, de me dire qu'est-ce que je peux offrir, quel est mon service, comment est-ce que les personnes vont apprécier, vont l'utiliser, vont voir la valeur ajoutée. Et donc, voilà, c'était vraiment, c'est une grosse, grosse différence. Et c'est là aussi qu'on est confronté à son syndrome d'imposteur. Complètement. Tu penses que tu l'as surmonté comment, ce syndrome d'imposteur? Mais en me disant qu'en fait, j'étais, en ayant la confiance de me dire que j'étais bonne dans ce que je faisais naturellement. Et j'avais quelques feedbacks qui me le confirmaient, mais qui me disaient, mais en fait, c'est très professionnel, ça marche. Et puis, je me suis dit, mais en fait, toute mon expérience, que ce soit en communication, que ce soit en théâtre, en improvisation, en prise de parole en public, toute cette expérience-là, fait que je sache le faire. Et donc, plus mes langues, parce que je le fais en 3 langues, c'est mes langues, donc ma langue maternelle, enfin, je dis mes langues maternelles, le français, l'espagnol et l'anglais. Je sais que voilà, que je les parle bien et que je sais m'exprimer, etc. Donc, tout ça faisait que je suis passée au-dessus et je me dis, mais non, mais en fait, j'ai la valeur, j'ai cette valeur ajoutée et je peux y arriver. C'est ça. En fait, le syndrome de l'imposteur, si je résume, parce que tu l'as dépassé, sans doute pas uniquement en te focalisant sur la voix off, mais en ramenant dans la voix off toutes tes expériences, tout ton vécu personnel, professionnel. Et donc, c'est tout ça qui t'a fait dire, OK, ce saut-là, je peux le passer. Exactement. Et ça, j'aime bien ce message parce que beaucoup de gens se disent, je suis un imposteur ici et donc je ne peux rien faire. Alors que toi, ce que tu amènes, c'est, mais attends, on n'est pas imposteur si on ramène tout son vécu et donc on devient un petit peu unique dans sa manière de faire les choses et de proposer quelque chose. C'est un petit peu ça que tu expliques, hein. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est vraiment génial comme message. Il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on est en train de mettre en place, mais il faut pouvoir ramener tout dans ce bagage nouveau et dans ce nouveau, oui, dans ce nouvel avenir en tout cas. C'est super. Aujourd'hui, en fait, t'en es où? Donc maintenant, en fait, ta transition, tu l'aurais commencé à quel moment si on met une date? Il y a un an, exactement. Il y a un an exactement. Exactement, oui. Donc, OK. Et tu en es où aujourd'hui, après Mais j'ai un des an? frissons, Brigitte, Eh pendant que je oui, te dis ça. moi Des aussi. frissons parce que je suis hyper fière du chemin que j'ai parcouru. Et tu peux. Parce que il y a peu, j'ai remarqué en regardant un petit peu les projets sur lesquels j'ai travaillé que le mois de mai 2024 a été le plus fructueux pour moi depuis le lancement de l'activité. Alors attention, on n'est pas encore à mon objectif. Il faut savoir aussi que
que être indépendant, ça prend du temps. Pour moi, c'est semer des graines. Ce que j'ai fait pendant ces derniers mois, j'ai semé beaucoup de graines, envoyé beaucoup de messages, networké, communiqué, etc. J'ai semé des graines et je me suis rendu compte que j'ai semé des graines en janvier qui ont fleuri en mars, qui fleurissent en juin. Donc voilà, donc il faut savoir que c'est pas, il n'y a pas une action posée et un résultat direct. Donc ça, je m'en suis bien rendu compte et j'en suis consciente donc je suis donc voilà. Donc le mois de mai a été plus fructueux. Je suis pas encore à un objet, mais j'ai réussi à avoir un petit montant et qui me donne de l'assurance et qui me permet d'avancer. Et donc oui, je suis très très fière. Donc aujourd'hui, tu dis, OK, je suis dans la bonne direction, je ne suis pas au nirvana de ce que je voudrais atteindre, mais je suis en chemin. Je suis en chemin, c'est sûr. Et dis-moi un petit peu, cette transition-là, elle a sans doute impacté toute ta vie. Qu'est-ce qui a changé dans ta manière de te regarder depuis que tu as fait cette transition? Oui, elle a changé beaucoup de choses dans le sens où je me rends compte que faire ce que j'aime et là où je me sens à l'aise et où j'ai du talent me semble naturel et n'est pas un énorme effort. Hmm. Euh, et donc ça c'est super. Euh, je reçois un job en voix off. Voilà, je sais comment le préparer, je sais comment le faire, je le fais avec plaisir. Et donc il y a une certaine, c'est assez, c'est le flow quoi. Puisque comme je fais quelque chose que je connais où je me sens à l'aise, ben, c'est assez naturel. Donc j'ai appris que je pouvais faire un travail avec plaisir, que je pouvais faire un travail à mon rythme. Les personnes qui ont eu un burn-out vont se reconnaître là-dedans. La gestion de l'énergie est quelque chose de très important. Et qu'ici, être indépendante me permet de pouvoir travailler à fond le matin, pouvoir faire une pause, une vraie pause, et vraiment travailler à mon rythme. Et donc ça a énormément changé. Moi, j'ai l'impression d'être beaucoup plus posée, plus en paix, alors que quelque part, voilà, j'y suis pas encore, mais comme je suis confiante, tout va bien. Et, euh, et donc ça, je le ressens. Lorsque je parle de mon activité, je me sens bien. Euh, donc voilà, oui, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et qu'est-ce que tu crois que tu as dépassé en toi? Quelle est la partie d'ombre, si je peux l'exprimer comme ça, que tu as dû dépasser, ou les parties d'ombre que tu as dû dépasser pour pouvoir justement oser être là où tu es aujourd'hui? Mais c'est clairement la confiance et l'estime C'est de ça. moi-même. Clairement. Je pense que sans ça, oser aller là enfin, oser faire un changement, oser se transformer, oser prendre des risques, c'est énormément de confiance et d'estime. Et sans ça, ben, il y a les peurs qui arrivent, les doutes qui entrent en jeu. Et en fait, avec les peurs et les doutes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que vraiment, s'il y a quelque chose que j'ai surpassé, c'est vraiment c'est vraiment être confiante. C'est ça, mais tu n'étais pas quelqu'un au départ qui était confiante naturellement. Non. Et donc, qu'est-ce que tu as mis en place, à ton avis, et qu'on pourrait transmettre à des personnes qui sont un petit peu dans cette situation-là et qui se disent peut-être, et sans doute certainement, je n'ai pas assez confiance en moi que pour passer à l'action. Je me suis rendu compte, c'était quelque chose que je savais, dont j'étais consciente pendant des années, que je n'avais pas assez de confiance et d'estime. Euh, et ce que j'ai réalisé, c'est que c'est un travail de tous les jours. C'est tous les jours. C'est pas on fait une formation sur l'estime de soi, on en sort et on a une estime et on a la confiance et c'est parti. Non, c'est tous les jours réussir à avoir un discours intérieur ou à travers la méditation, à travers un mantra, avoir un discours intérieur qui te recentre et qui te donne confiance. C'est Et ça. ça peut être très variable d'une personne à l'autre, mais c'est un travail journalier pour moi. Et c'est vrai que tu parles de mantra. On avait défini un mantra pour toi en formation et c'était quoi, tu t'en rappelles? Oui. Il y en avait plusieurs. Oui. Je pense que c'était je suis capable de poser mes limites, d'exprimer mes besoins. Euh, Ça, c'était un des mantras. L'autre est je suis capable de vivre de la voix off. Et donc, ces mantras commençaient très fort en disant je suis capable, je suis capable. Et c'est vrai que j'ai fait ça
pendant longtemps après cette formation, pendant des mois. Et j'ai vraiment ressenti l'effet. Donc, tu te rappelais le mantra, tu te le répétais, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, Oui. Et j'y croyais surtout. c'est ça. Et je le D'accord. ressentais. Puisque Ça, lorsqu'on tu avait avais fait mis de l'émotion avec. oui, il me faisait vibrer parce que je me souviens quand on écrivait ces mantras ensemble, tu me posais la question, est-ce que ça te fait vibrer? Oui, ça me fait vibrer. Oui, j'ai envie d'y arriver. Oui. Et donc ces mantras avaient beaucoup de pouvoir quelque part. Même les jours où tu perdais confiance en toi, parce que j'imagine qu'il y a des jours où tu te levais en te disant, mais Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ça arrivait, ça? oui, ça arrivait, mais c'est comme je connaissais les outils. Et alors, dont le mantra, mais aussi quelque chose que j'ai aussi appris, c'est apprendre qu'il y a des jours avec et des jours sans, et accepter aussi ces jours sans aussi. Se foutre la paix, être vraiment bienveillant avec soi-même et se dire, il y a des jours sans, c'est pas grave. Mais j'ai essayé de faire une action pour mon projet, même si elle était petite, chaque jour, même dans ces jours où j'avais moins confiance, que ce soit ajouter des personnes sur LinkedIn dans mon réseau, qui prend 10 minutes, quoi, ou envoyer un ou deux mails. Une petite action, même dans les jours où j'étais pas confiante. Oui, voilà, ça c'est vraiment la régularité. On sait que la régularité, c'est un des éléments de la réussite, mais ça Mhm. s'entretient, elle vient pas comme ça, la régularité. Toi, tu Non, t'obligeais à faire, c'est ça, je t'ai vu décoller, moi, après la formation, et je me suis dit, elle est sur sa trajectoire, elle est, pfiou, je suis hein, lancée. elle est lancée, mais j'imagine, parce qu'on n'a pas eu des contacts tout le temps après, justement, j'imagine à quel point il y a des moments où c'était down, et il y a des moments où tu devais relever un petit peu le défi de continuer. Et me relever un peu toute seule quelque part. Parce qu'en fait, il faut savoir aussi, on n'en a pas discuté, mais de passer salarié indépendante, c'est aussi passer d'être dans une équipe à être plutôt seule, isolée quelque part. Et donc, dans ces moments-là, c'est vrai que il faut se motiver soi-même. Il faut savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer et pour pas se morfondre. Dans quel environnement j'aimerais me sentir. Bon, du coup, une décision que j'avais prise, et je suis en train de faire l'enregistrement justement depuis un coworking à Bruxelles, c'était de faire partie, parce que moi, ce qui me faisait très peur, c'est de passer de salariée indépendante et de me retrouver un peu seule. Et une des solutions dont on avait parlé, c'était trouver un espace de coworking. Et voilà, et j'y suis. Et c'est vrai que je vois des personnes autour de moi qui travaillent, ça me donne un environnement, c'est un très beau lieu et qui m'inspire. Oui, c'est ça. Et je me rappelle aussi que c'était une de tes craintes, effectivement, de manquer d'équipe et de manquer de Mhm. motivation tous les matins. Et une de Oui, tes actions, que je t'avais proposé de faire, c'était d'aller rencontrer des entrepreneurs et de oui, leur poser la question de savoir comment ils faisaient pour se motiver. exactement. Et qu'est-ce que ça t'avait apporté justement cette action-là? Parce que là, tu n'étais pas encore lancé dans ton projet. Tu allais juste chercher de l'info, quoi. Exact. J'ai contacté une personne, un ami entrepreneur, et j'ai contacté aussi quelqu'un sur LinkedIn spontanément, une professionnelle de la voix off, qui a gentiment répondu à mon appel. Et ça aussi, j'ai appris, c'est que les personnes sont toujours là pour aider. Et donc, il faut pas hésiter à les contacter. Et c'est vrai que à la suite de cette action, j'en avais retiré l'importance de la discipline, l'importance de l'organisation de sa journée, d'avoir un rythme, l'importance d'être toujours un peu en action, de jamais. J'avais parlé à cette professionnelle de la voix off qui disait que lorsqu'elle n'avait pas de job d'enregistrement, elle cherchait des clients, elle cherchait des clients, elle cherchait des clients. Et donc, elle était dans une activité constante, toujours un peu en action. C'est ça, elle faisait circuler l'énergie de l'univers et ça lui revenait d'une manière ou d'une autre. Ah ben donc Exactement. c'est ce que tu as fait en fait, parce que tu dis aussi, même les jours où j'étais pas en forme, je faisais un petit quelque chose. Exactement. C'est génial, hein. Je crois que tu vas inspirer vraiment beaucoup de monde. Est-ce que tu penses qu'il y a encore quelque chose que tu voudrais dire sur justement les doutes, les difficultés que tu as traversées pour arriver aujourd'hui à te dire, je suis contente du chemin parcouru? Oui, ouais, je pensais à quelque chose sur les mantras, sur le pouvoir en fait de la pensée et de se motiver à soi-même. En fait, c'est pas juste en faisant la formation, ça m'a confirmé en faisant la formation avec toi, Brigitte. Mais c'est vrai que dans plusieurs moments de ma vie, les moments où j'ai visualisé mon rêve, où j'ai visualisé un objectif, où j'y ai cru, où je l'ai ressenti en moi,
ça s'est vraiment passé. Et en fait, c'était assez magique. Mm. Et je pense qu'on a vraiment un pouvoir en nous avec notre pensée et de pouvoir transformer notre vie comme on la désire. Et là, c'est vrai que je regardais justement un cahier dans lequel j'avais écrit il y a quelques années où je voyais un peu ma vie de rêve. Et là, je peux vraiment dire que j'y suis en fait. Et que la case qui manquait était vraiment de pouvoir vivre de mon activité de comédienne à l'époque, sous quelle forme, je ne savais pas, mais en tout cas. Et alors en lisant ça, j'ai vraiment souri parce que je me suis dit, waouh, j'y suis arrivée. Alors le chemin n'était pas linéaire, évidemment, mais j'y suis, quoi. Et ça change tout. Et c'est ça, ça change tout, hein. C'est vrai qu'on peut être heureux dans beaucoup de domaines dans la vie, mais si on ne se réalise pas professionnellement, il manque quelque chose, hein. Oui, Hmm, tout à je fait. pense vraiment. Mm. Alors, dis-moi un petit peu, Eva, si aujourd'hui tu rencontrais quelqu'un qui envisage de faire une transition similaire, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Moi, je lui dirais que cette personne explore vraiment cette piste. Hmm, Souvent, quand j'étais dans une situation dans laquelle j'avais des doutes, où je me sentais pas bien, où je me sentais pas heureuse sur la durée, je savais qu'un changement était nécessaire. Pour moi, mon curseur, c'est si tu es plus malheureux que heureux, d'une manière journalière, c'est qu'il y a quelque chose à régler dans n'importe quelle situation qui soit. Donc, si une personne nous écoute ici qui n'est pas assez heureuse de manière journalière et qui voudrait faire un changement, je dirais d'explorer, de se questionner, de voir qu'est-ce qu'il a envie de faire, qu'est-ce qui lui ferait vibrer. Il y a énormément de ressources, que ce soit des podcasts, que ce soit des livres, sur les transitions de vie, sur... euh, euh, par exemple, je pense à trouver son ikigai. Il y a des outils qui sont là pour vraiment explorer euh, ce qu'on a envie de faire et vers quoi on veut aller. Donc moi, je dirais explorer. super. Et alors, juste la dernière question que j'ai envie de te poser, parce que là, tu nous as déjà donné beaucoup de choses et c'est vraiment très chouette et très généreux de ta part. Comment est-ce que tu vois l'avenir? C'est quoi la suite? Ah, et moi, je le vois encore plus positif qu'aujourd'hui, c'est-à-dire je le vois d'une manière je me vois continuer cette activité, la développer, parce que même au sein de l'activité, il y a des choses que j'ai envie de faire. Donc, par exemple, je sais pas moi, des voix off pour des documentaires. Je me vois vraiment la faire évoluer et continuer à travailler de manière flexible, avoir un équilibre vie professionnelle et vie privée, euh, un bon équilibre et pouvoir aussi travailler à distance, parce que moi j'aimerais bien aller en Espagne, et, voilà, avoir cette flexibilité. Mais donc l'avenir, je le vois hyper positif. C'est vrai que la quarantaine, on parle souvent d'une crise de la quarantaine, et bon, c'est un peu arrivé à ma quarantaine, et je n'ai jamais été aussi bien, vraiment, que maintenant. Merci beaucoup, Eva. Merci, c'est plein d'enseignements, c'est très riche et je pense que tu vas inspirer beaucoup de personnes. Merci Merci beaucoup. Brigitte pour ta confiance, à bientôt. Merci d'avoir écouté Sage Transition, le podcast des défis de la vie. Vous avez aimé? Laissez-nous un pouce, un commentaire, abonnez-vous et partagez autour de vous. Et si vous-même vous avez une histoire inspirante à nous raconter, contactez-nous.